Je m'appelle Marine Grosjean, je suis la fondatrice d'Easy Close et aujourd'hui je suis avec Sacha Farber chez Streambox pour le nouveau podcast Just Boost It. Bienvenue sur Just Boost It, le podcast qui t'aide à booster ton mindset, ton business et ta réussite. Ici, on parle entrepreneuriat, stratégie digitale et on reçoit des invités inspirants qui ont su transformer leurs idées en véritables success stories. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme entrepreneur ultra inspirante qui a su imposer son empreinte dans le monde du e-commerce et de la mode, Marine Grosjean, fondatrice d'Easy Close. Marine a démarré son aventure en 2014 en vendant ses premières pièces sur Facebook et quelques années plus tard, Easy Close est devenue une marque incontournable avec une communauté engagée de presque 600 000 followers sur Instagram et un chiffre d'affaires qui explose. On va parler de son parcours, des coulisses de la création d'une marque digitale, des défis qu'elle a dû relever et de ses ambitions pour l'avenir. Un échange sans filtre, bourré de conseils pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer ou scaler leur business. Alors installe-toi bien, prends des notes et c'est parti pour un nouvel épisode de Just Boost It. Salut Marine. Salut. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu et quel a été ton parcours avant de lancer Easy Close? Salut, je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, une de 6 ans, une petite fille qui s'appelle Juliette et Charlotte qui a 2 ans. Alors moi, avant Easy Close, je n'étais pas du tout dans ce secteur-là, j'étais institutrice maternelle. De base, j'avais commencé primaire, mais c'est vrai que ça me bottait un peu moins. C'est vrai que j'ai toujours adoré les petits. Et j'étais très passionnée, j'ai vraiment commencé, j'ai voulu faire ces études-là depuis très longtemps, j'ai toujours voulu faire ça. Et j'ai fait mes études, tout s'est très bien passé. Et une fois sur le terrain où j'ai adoré, le problème étant qu'il y avait pas, c'était très bouché. Le secteur était très bouché malgré ce qu'on peut entendre un peu partout. Quand moi j'ai commencé mes études, on m'a dit c'est pénurie. Et pourtant, quand j'ai fini mes études, ça a été très compliqué. J'ai eu sur 1 an, j'ai eu 10 jours de travail. Donc ça a été vraiment super compliqué. Je viens d'une famille indépendante maintenant, peu importe. Mais c'est vrai que j'avais quand même l'énergie, la niaque, de bosser. On est jeune, donc j'avais vraiment envie. Et c'est assez frustrant de se dire, on a fait des études. Je suis passionnée par ça parce que j'aimais vraiment énormément. Et travailler 10 jours, c'est dur. Ouais. 10 jours, franchement, voilà. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai eu la chance aussi, j'ai un diplôme de gestion en plus. Donc, j'ai pu travailler aussi dans une société en attendant, en aidant dans la comptabilité, etc. C'était très sympa, mais ça me bottait beaucoup moins. Ouais. J'ai eu après un peu plus de remplacements, etc. Mais je me dis, je peux pas toute ma vie être dans les remplacements, de travailler 1 semaine, 3 mois, et puis aussi changer tout le temps de classe. C'est vrai que c'est pas gai, les enfants, même pour eux, c'est perturbant. Maintenant, c'est comme ça, c'est le boulot qui est ainsi. Et donc, du coup, je vais dire à la fin de cette dernière année-là, où j'ai eu très peu de boulot, là, j'ai fait un peu plus de remplacements dans une même école, donc j'étais franchement épanouie. Mais il manquait quelque chose. C'est vrai que la passion n'était quand même pas non plus là à 100%, malgré que j'aimais bien. Et je me dis, en fait, j'ai besoin d'un truc qui me stimule et que je travaille tout le temps, quoi. Ouais. Vraiment à fond. C'est vrai que j'ai toujours été passionnée de mode, mais comme beaucoup de femmes. Ouais. Voilà. Mais maintenant, c'est pas depuis mon plus jeune âge non plus, mais voilà, j'ai toujours bien aimé. Et c'est vrai qu'en fait, on m'a un peu ouvert les portes
par rapport à ça, je me suis dit, mais pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait être sympa, etc. Donc, j'ai un peu commencé comme ça. Moi, mon compagnon, il a fait HEC, donc tout ce qui est finance, donc il n'a rien à voir. Il avait son petit boulot au Luxembourg. Voilà, il était déjà très rangé de se dire, il va faire ça toute sa vie. Donc, pas du tout... on se disait qu'on allait travailler ensemble, pas du tout. Et donc, j'ai un peu commencé... comme ça, et en fait ça a très vite pris de l'ampleur. Avant c'était Facebook, on parlait pas vraiment d'Insta et encore moins TikTok qui n'existait pas. Donc en fait quand j'ai commencé à avoir un peu plus de travail au niveau en tant qu'Instit, là, j'avais quand même Easy Close que j'avais démarré depuis très peu de temps. Je ne savais pas du tout vers où je me dirigeais vraiment. Donc, forcément, je faisais tout, les photos, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et donc là, j'étais un peu devant un truc. Oui, t'as dû faire un choix. J'ai dû faire un choix parce que du coup, après, comme par hasard, on m'a proposé un temps plein. Et là, je me dis, mince, je suis un peu bloquée. Ouais. Mais quelque part, je me dis, je peux avoir mon truc à moi et je vois que ça va aller. Je le sentais bien. Voilà, je pense que c'est des choses qui se sentent. Et donc, je me suis dit, wow, dans quoi est-ce que je m'embarque? Et en fait, bêtement, je me rappellerai toujours, on a fait une vente privée parce qu'on a 2 magasins en collaboration avec une marque de chaussures. Et lui avait un magasin à Oui, donc on va dire un peu perdu comme ça, avait dit ce serait bien qu'on fasse à nous deux une vente privée où on invite des gens, etc. pour venir voir et les chaussures et l'événement. Je dis oui, pourquoi pas. Et donc moi, je finissais l'école à 15h30, qui était de l'autre côté, enfin c'était pas du tout au même endroit. Et c'est vrai que quand on a organisé cette vente, on a fait donc un événement sur Facebook. Et là, c'est là aussi où je me suis rendu compte, où les gens, allez oui, on a un peu teasé, etc., parce qu'il y avait une nouvelle collection, que ce soit lui ou moi. Mais c'était quand même, là, je voyais 100 participants. Je me dis, ça va, 200, 300, 400, 1000. Là, je me dis, wow. Là, alors, sachant qu'on s'y allait, même si la moitié vient. Ça fait 500 minimum dans un magasin qui est grand, mais pas non plus, pas de cabine. Enfin, c'était... je me suis dit, là, le stress commençait vraiment à monter. Et je me suis dit, allez, là, faut y aller, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai quitté à 3h30, je me rappelle que mon compagnon Martin m'avait dit, il faut que tu viennes, dépêche-toi, parce que c'était un peu la folie. On n'avait même pas eu le temps de faire, au final, un beau truc. C'était sur une tringle. Avec c'est ça, c'était un peu route. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Comment est née l'idée d'Easy Close? Ça, tu viens un petit peu d'y répondre. À quoi ressemblait la toute première version de ton business? Et quelles ont été les premières étapes, finalement, pour transformer ce projet en une vraie entreprise? Puisque là, on est vraiment au tout début, comme tu dis, où tu testes, en fait, et que tu te rends compte très vite que ça prend. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc d'abord, comme j'ai dit, c'était tout petit. Moi, les gens, ils venaient dans le garage de mes parents. Ça a vraiment commencé comme ça, vraiment garage de mes parents qui ont été très gentils d'accepter. Je me rappelle, donc, comme quand on a commencé sur Facebook, les gens, en fait, on n'avait pas de site internet. Donc, les gens commandaient en message privé, tout simplement. Voilà. Et alors, après, voilà, on n'avait même pas de bureau. Je me rappelle que j'avais une petite table hyper moderne, mais pas du tout pratique, que mes parents avaient comme déco. Martin qui était par terre avec son ordi. Enfin, vraiment ridicule, mais ça faisait le taf. C'était super. Et donc, les gens venaient récupérer leurs commandes, mais qui n'étaient pas payés, rien du tout. Donc, ils venaient et puis après, ils payaient. Puis, je me dis, je vais quand même les accueillir un peu autrement que dans un garage, parce que c'était littéralement un garage. Après, c'était dans le salon. Donc, dès qu'il y avait des gens qui venaient, je disais à mes parents, allez vite dans la cuisine. Enfin, mais bon, voilà, c'était des bons souvenirs. Je me rappelle aussi qu'on faisait... les gens, des fois, demandaient, mais ça, je l'ai très vite arrêté parce que c'était pas possible. Je livrais, en fait, leurs commandes si c'était aux alentours de 40 km avec ma voiture, etc. Et donc, du coup, les gens, forcément, voulaient essayer. Je me dis, oh là là, l'enfer. Ça, non, c'est peut-être pas possible. Ingérable. Et donc,
du coup, vu que ça commence à bien prendre de l'ampleur, mon compagnon qui était à temps plein au Luxembourg s'est dit, je vais demander un mi-temps. Okay. Et au Luxembourg, un mi-temps, c'est un peu bizarre, surtout dans le monde de la finance. Ouais. Il a demandé, ça a été accepté. On s'est dit, ok. Encore un signe. Encore un signe aussi. Mais du coup, c'était quand même pas prévu. On s'est jamais dit, on va travailler ensemble. Pas du tout. Et en fait, vu que lui, c'est quelqu'un de très organisé, moi, pas trop, ça a super bien matché. Ouais. Ça a super bien matché. Et là, ce qui s'est passé, on a pris un petit entrepôt qu'on louait, qui était à Liège, près de Liège, dans les environs. Et là, du coup, on avait un petit magasin, mais en soi, c'était un appartement qu'on a transformé en magasin, qu'on appelait ça un petit dépôt. Et à côté, c'est là où on a fait aussi notre premier bureau. Donc, c'est vrai que c'était aussi agréable de se dire, on se pose, on a un bureau, d'avoir quelque chose de physique finalement. Votre espace aussi, où t'empiétais pas dans l'intimité de tes parents. Voilà, mais il faut savoir que donc à l'entrepôt, entre guillemets, où on était, c'était l'appartement où mon compagnon habitait. Donc, voilà, on s'est très vite retrouvés avec des commandes dans la chambre, dans la salle de bain. On a encore des vidéos, etc. Donc ça, c'était très sympa. Donc, vous avez commencé en vendant, comme tu le disais, sur Facebook. Et aujourd'hui, Easy Close génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était quoi, selon toi, les moments clés de cette croissance? Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en cours de route? C'était pour faire partie des grands. C'est vrai que c'était notre objectif premier. Et faire partie des grands, ça veut dire quoi? Avoir un service après-vente impeccable. Et je pense, sans nous jeter des fleurs, que ça a été vraiment notre chose primordiale. C'était vraiment un service après-vente de qualité et qui était disponible aussi. Donc, c'est vrai Donc, on est resté plus de 2 ans à nous deux dans la société, à travailler nous deux. Et on y répondait tout le temps. On essayait évidemment au maximum de résoudre les problèmes au mieux qu'on pouvait. Mais c'est vrai que pour nous, pour faire partie, entre guillemets, des grands, c'était vraiment, la chose primordiale, c'était le service après-vente de qualité. Ça, c'était super important pour nous. Et également une livraison rapide. Moi, c'est vrai que j'achète quand même pas mal sur Internet depuis très longtemps. Et maintenant, une fois que tu es dedans, c'est différent, tu vois les choses autrement parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est pas de ta faute, tu n'y peux rien. Il y a les transporteurs qui font grève ou que sais-je. Maintenant, le client, ça le comprend un peu moins. Mais bon, voilà, ça, c'est quand on est dedans, c'est nous qui le savons. Mais c'est vrai qu'on voulait une livraison hyper rapide parce qu'il faut savoir quand même que 80% de notre clientèle est française. Oui. Et... va savoir pourquoi. Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on est français. Je me rappelle qu'au début, quand on faisait, on livrait les colis, les gens se demandaient, mais comment c'est possible, 7 € de livraison pour la... oui, mais on vient de Belgique. France, à un moment donné, on ne sait pas faire autrement, quoi. Donc, en tout cas, pour nous, nos gros défis, c'était vraiment un service après-vente de qualité et de disponible. C'était pas possible pour nous de se dire, d'avoir un mail ou un message sur les réseaux et d'y répondre le lendemain. Ça, c'est pas possible. Sauf évidemment s'il est 3 h du matin, forcément. Mais c'était du 7 jours, et c'est toujours du 7 jours sur 7. On n'a pas de plus 99 sur Instagram. Ça, c'est mort aussi. Quoi qu'il arrive, même des concours, peu importe, c'est tout est ouvert. Voilà. Donc, et la livraison hyper rapide. Et ça, je trouve que c'est gai de se dire, on commande, on le reçoit pour la Belgique le lendemain. Et pour la France, franchement, c'est très, très, très rapide aussi. Oui. C'est vrai que ça joue énormément et c'est agréable quand tu sais que tu vas commander sur un site, que tu vas être vite livré.
Et autant, je trouve qu'il y a d'autres enseignes, d'autres sites sur lesquels tu commandes et parfois tu dois attendre 10 jours et tu captes pas. Oui, voilà, moi ça Et c'est chiant, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en plus, sur Internet, c'est souvent des achats un peu compulsifs, il faut quand même oui, donc tu veux vite avoir... Donc c'est vrai que tu veux vite avoir ton colis, quoi. Ça, oui, c'est ça. Ou bien pour le coup, pour les vêtements... Parce que vous faites parfois aussi des tenues un peu plus habillées pour, oui, c'est ça, tu vois, des mariages, des choses comme ça. Ben, parfois, tu commandes un peu last minute. Ben, si t'as pas ce que t'as commandé rapidement, tu sais pas forcément pouvoir le porter à l'occasion que tu veux. Enfin, tu vois. Oui, non, donc, non, c'est vrai clair. que c'est un atout de pouvoir livrer rapidement. Et on a toujours, parce que les transporteurs, au début, forcément, on allait dans les points relais, etc., apporter tous les colis, mais ça, on a vite arrêté. Donc, les transporteurs qui venaient dans notre entrepôt, on savait à quelle heure ils venaient. C'était des heures et des heures de négociation pour que ça nous arrange le mieux, pour que les gens aient le colis le plus vite possible. Jamais il y avait... Allez, on regardait jusqu'à la dernière minute que la camionnette ou le camion venait. On était là, OK, il est là, il charge. On regarde vite pour que ce soit parti vraiment au plus vite. Et c'est là que, par exemple, ici, maintenant, on a aussi des équipes de nuit pour vraiment que les colis partent... max directement, quoi. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des commandes qui partent en plein milieu de la nuit, quoi. Oui. C'est incroyable. Oui. Mais ça, c'est notre politique, en tout cas chez nous. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu votre marque de fabrique, ça, et le SAV impeccable. Oui, c'est ça. Enfin, du moins, on pense. Maintenant, il y aura toujours quelque chose à redire, ça, c'est sûr, mais voilà, et surtout le SAV qui reste à proximité, c'est pas une... oui, c'est pas quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. C'est pas un ticket, oui, voilà, exactement. C'est pas un ticket, c'est pas des réponses toutes faites. Alors, si, évidemment, il y a des choses où c'est récurrent, c'est souvent la même chose, mais on essaie vraiment de faire au plus personnel possible, parce que moi, c'est parce qu'en fait, je prends chaque fois... ton expérience. Mon expérience, exactement, ou souvent on n'a pas de réponse, honnêtement ça arrive régulièrement, ou c'est les mails tout faits et tu te dis mais en fait t'as pas répondu à ma question. Parles à un robot. Oui, donc ça c'est hyper désagréable, quoi. Ouais. Ok. Et du coup les défis, quels ont été entre 2014 et aujourd'hui, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés? Gérer la croissance, parce que c'est vrai que, comme je disais, ça a pris vite de l'ampleur, mais aussi gérer la stabilité qui n'en a pas beaucoup. C'est vraiment gérer la croissance et du coup devoir prendre du personnel, etc., revoir 15 000 fois le business plan. Tout ça, franchement, ça a été très, très compliqué à gérer et ça l'est toujours. Ouais, j'imagine. Donc voilà, il y a aussi le fait, donc on achète à des fournisseurs, on fait aussi nous on crée aussi, on fait vraiment les deux, mais aussi c'est gérer tout ce qui est commande, parce que maintenant c'est vraiment nos propres commandes, c'est tout a changé, c'est plus du tout comme au début, malgré qu'on reste quand même très simple. Il y a beaucoup de choses qu'on fait où je pense que dans notre entrepôt, les gens se disent « Mais attendez, c'est pas possible que vous fonctionnez comme ça. » Par exemple, on a un Excel au tout début qu'on a commencé Easy Close, les deux petits indépendants qu'on a ouvert Excel, notre petit tableau et puis enregistré sous. L'Excel, il existe toujours, quoi. Donc, un peu plus professionnaliste. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. Mais évidemment, avec... en mieux, beaucoup mieux, mais ça reste... voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'on est toujours comme au début. Oui. Et aussi, on a aussi déménagé 4 fois sur 3 ans. C'est quand même beaucoup parce que tout prenait de l'ampleur et on était tellement serrés après notre petit dépôt près de Liège, à Grasseleugne. On a déménagé, on a ouvert un magasin, une boutique à Liège et il y avait une réserve et on avait un étage, etc. Mais là aussi, faire des colis là, c'était pas possible. On y allait la nuit. On a déjà fait des colis sur des poubelles fermées, mais pour dire, quoi, pour essayer que tout soit OK une fois que le magasin était ouvert. Et donc, ça aussi, c'était plus possible à un moment donné. Il faut bien se... Mais bon, c'est aussi
la peur de se dire, OK, ça marche, etc. Mais à côté, il y a quand même beaucoup de coûts. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Maintenant, voilà, Martin est un bon financier qui gère bien. Moi, ça, j'en étais incapable. Je suis quelqu'un... serait un peu stressée et négative et très superstitieuse au niveau du boulot. Donc, lui, il était assez fonceur. Il disait, oui, mais regarde, on va prendre cet entrepôt-là. Je disais, mais c'est pas possible. Alors, il disait, bon, OK, si tu veux, parce que je disais que c'était un peu trop grand. On va faire des paddles. Et on n'a jamais fait les paddles, évidemment. Maintenant, on commence à être serré. Donc, voilà. C'est fou. Ouais, mais donc, il y a vraiment un équilibre entre vous deux où j'imagine, toi, forcément, tu étais plus le côté mode, achat. Exactement, oui. Toute cette partie-là où ton mari est peut-être pas très sensible finalement à ça puisque ça s'adresse aux femmes. Lui, plutôt le côté, effectivement, finance, organisation, etc. Et donc, les deux ensemble. Ça combine, c'est génial. Ça combine bien. Ouais. Maintenant, au final, on ne travaille pas ensemble, mais je pense que c'est les questions d'après, non? Oui. Non. Easy Clothes a une énorme communauté sur Instagram, c'est assez impressionnant. On est à presque 600 000 abonnés, avec un contenu ultra qualitatif. Ça vraiment chapeau. Je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment très très bien. Je trouve que vous vous démarquez beaucoup. On voit pas ça. J'ai pas l'impression de voir ça vraiment ailleurs. On voit que c'est très travaillé. Même les stories, finalement, il y a toujours une identité, en fait. C'est vraiment ça, moi, qui me frappe chez Easy Clothes, c'est qu'on vous reconnaît tout de suite. Et on en parlait, j'en ai parlé avec plusieurs personnes avant de t'interviewer, puisque en prévision, forcément, j'ai dit à mes proches que j'allais t'interviewer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu, c'est qu'on se dit, en fait, dès que vous postez quelque chose, on vous reconnaît tout de suite. Que ce soit via tes mannequins qui sont les mêmes depuis un certain temps, mais même le style, la typo, tout est assez travaillé, donc c'est assez impressionnant. Du coup, ce que je voulais te demander, c'est quelle est la place qu'occupent les réseaux sociaux dans votre stratégie globale? Comment est-ce que vous avez réussi à construire cette communauté aussi engagée et aussi grande? Et quels sont les types de contenus qui fonctionnent le mieux pour Easy Clothes au quotidien? C'est clair que la stratégie like Easy Clothes, les réseaux prennent c'est le 3/4 du business, c'est les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Donc comme on a commencé au début Facebook, maintenant il faut quand même bien se l'avouer que Facebook ça a fortement diminué. Donc c'est vrai qu'après on s'est mis sur Instagram. Où là, comme je te dis, les gens ont vraiment pensé qu'on était français et je pense que les gens ont pensé ça par rapport à la manière dont on faisait les photos. Parce qu'au début, moi, j'ai fait pendant 6 ans, 7 ans, les photos moi. J'étais, moi, la photographe en même temps. J'ai tout fait. J'avais pas de photographe, j'avais pas de mannequin, j'ai rien de tout ça. Et donc, je pense que j'ai essayé de faire un peu des photos... qui sortait un peu du lot, mais qui faisait aussi un peu influenceuse, pas derrière un tableau blanc. Oui, c'est ça. Un truc un peu lifestyle. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est de là où je pense que clairement les autres pays sont plus arrivés, je crois. Mais c'est clair que ça prend une place énorme. On n'a pas une grande équipe derrière tout ça. Honnêtement, il y a moi, il y a mon bras droit qui s'appelle Florence, qui n'a pas du tout fait ces études-là. Et ce qui est dingue, c'est qu'on apprend vraiment sur le terrain. Alors, c'est super, bien évidemment, de faire des études par rapport à tout ça, à tout ça, mais je trouve que sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Puis j'ai maintenant une équipe pour notre shooting. Donc, j'ai une photographe, un vidéaste. J'ai les mannequins, effectivement, qui je ne veux pas changer. Enfin, du moins, j'aimerais ne pas changer parce que je trouve que en changeant régulièrement, maintenant, c'est toute une stratégie. Enfin, d'autres marques le font et c'est super aussi.
mais je trouve que c'est quand même super important de se référer à la personne. Oui, tout à fait. Parce que c'est sûr, les gens demandent aussi beaucoup des gens plus ronds, des gens d'une autre nationalité, etc. Ce que je peux comprendre tout à fait. Donc, c'est pour ça aussi déjà qu'on a pris 2 mannequins, mais en termes de logistique... Une blonde. Oui, en termes de logistique, franchement, c'est impossible parce que le problème, c'est qu'on a les collections toutes les 2 semaines. Ouais. Donc, c'est assez intense parce que derrière, y a les vêtements, on a une photographe qui fait les photos hyper rapidement, qui nous les rend hyper rapidement. Mais voilà, par exemple, on fait le shooting le mardi. Le mardi soir, je trie les 5000 photos le soir. Ouais. Le lendemain, je lui envoie. Enfin, c'est tout un... Oui. Tout un processus. Oui, voilà, pareil pour notre vidéaste. C'est pas possible de traîner parce que le mercredi soir, on poste pour la nouvelle co et le mardi d'après... C'est en ligne. C'est en ligne. Ouais. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est site internet, évidemment. Donc, il y a du boulot, il y a du travail. Mais il faut une équipe qui soit bien motivée, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, voilà. Que tu as l'air d'avoir, pour le coup. Oui. Maintenant, oui. Oui, J'imagine que ça a été challenge franchement, aussi, mais... c'est compliqué. Et surtout quand c'est ton truc à toi. Je suis quelqu'un de très cool, etc. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, j'ai vraiment... difficile. Par exemple, moi, mon compagnon, il est plus strict, très carré. Très gentil aussi, hein. mais moi, c'est vrai que je suis pas là à faire beaucoup de remarques, etc. Mais si ça ne me convient pas, je peux mettre dans des étapes, mais moi-même, hein, oui, parce que ça te sur touche, les autres. parce que c'est ton projet et que horrible. tu veux que ce soit bien. Et voilà. Et je vais vraiment dans le détail. Voilà, ça, c'est obligé, c'est comme ça. Quand on est en shooting, c'est comme ça aussi. Des fois, je me dis, mais ça va, calme-toi. Voilà, si j'ai une idée en tête, ça doit être comme ça, quoi. Écoute, en tout cas, ça se ressent, comme je te disais, au niveau de la qualité du contenu, des choses qu'on voit, l'esthétique, etc., est vraiment travaillée. Donc, je crois que c'est bien, finalement, que tu sois un peu peut-être pointilleuse ou perfectionniste. Oui, ça, c'est vrai que... Voilà, en tout cas, je veux vraiment rendre le vêtement beau. Maintenant, encore une fois, c'est à ma manière. C'est peut-être pas la bonne pour d'autres. Mais oui, j'essaie vraiment de rendre en tout cas les choses très naturelles. Ça, c'était vraiment super important d'avoir aussi des mannequins très naturels. Des mannequins professionnels, c'est super, vraiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin de ressentir le naturel. Et quand moi, avant, je faisais les photos, je pense que les gens ont déjà eu difficile à passer le cap de toi. Oui, ça a été vraiment... Je me suis dit, c'est bizarre, mais c'était super gentil. Mais c'est vrai que c'était tout le temps, oui, mais c'est pas à toi, mais c'est pas à toi. Je disais, oui, mais à un moment donné, je peux pas tout faire non plus. Donc voilà, ici, exemple, Ophélie est en vacances, du coup, j'ai un peu repris. Oui, j'ai vu. Voilà, dans les stories, on t'a vu. Et donc, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa, mais c'est vrai que du coup, c'est quand même compliqué avec le boulot à côté de faire ça en plus. Oui, tu sais pas être partout. Mais c'est clair que c'est vraiment le naturel qu'on veut, vraiment. Oui, tout à fait. Mais ça aussi, je trouve qu'effectivement, ça ressort beaucoup. C'est vrai que c'est très nature. Et ça, tu vois, je trouve que c'est assez belge finalement. Je trouve que les femmes belges, en tout cas de notre génération, on n'est pas très apprêtées, on est plutôt quand même assez nature en général, pas des tonnes de maquillage, pas des coiffures incroyables, même dans nos looks, on est souvent jeans, petits pulls, des chouettes petites baskets, enfin ça je crois que c'est assez typique des Belges, en tout cas de notre génération. C'est vrai. Et c'est aussi dans le choix aussi d'événements que je choisis, c'est vraiment... Je sais qu'il y a plein de choses qui marchent ou qui peuvent marcher, et à chaque fois, mes fournisseurs me disent « Ah, mais ça, c'est un carton. » Gardez-le pour les autres. Si j'aime pas, je ne saurais pas vendre. Maintenant, voilà, je veux dire, un petit basique, je me dis pas « Waouh, c'est le truc de rêve », mais c'est toujours des trucs bien pratiques. Mais j'ai vraiment besoin de vendre des choses que moi, j'aime bien.
Et alors, je suis aidée, je vais dire, de mon bras droit aussi, qui me connaît par cœur et qui a la même vision que moi. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Mais c'est vraiment, il faut vraiment quelque chose que moi, j'aime bien. Sinon, franchement, allez, c'est déjà arrivé, par exemple, pendant le Covid, où on ne savait pas trop se déplacer, etc. Je recevais beaucoup des modèles par, du coup, photo. Ouais. Ah non, là, c'était pas la même chose. Et bizarrement, les vendaient moins. Donc, comme quoi... Ouais, donc, alors que les gens ça veut dire que ne tes le choix savent sont pas. bons. Ouais. Bah, voilà, je pense, en tout cas. En tout cas, que tes clientes ont les mêmes goûts que toi. Oui, exactement. Ouais. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu achètes tout. Donc, tu te déplaces pour tous tes achats. Tu commandes pas... genre justement non, jamais par message ou autre avec tes fournisseurs. J'ai besoin de toucher, ça c'est sûr. Quand on fait les créations, bah c'est marrant, encore une fois, je suis pas du tout styliste, pas du tout là-dedans, mais c'est vrai que allez, on touche la matière, on arrive tout de suite à dire ok, on va faire ça Ouais. et donc ça c'est vrai que c'est gai et du coup me dire aussi que bah je suis passionnée, et ça aussi c'est agréable. Bah oui. Tout à fait. Je reviens à ma question par rapport aux followers, à la communauté. Comment est-ce que tu as fait pour avoir une communauté, pour construire une communauté comme celle-là et aussi engagée qu'elle l'est? Parce que nous, on est super engagés aussi, que ce soit Martin ou moi. Donc, voilà. Et je pense que le fait aussi quand même d'être proche d'eux, même si peut-être ils s'en rendent pas compte, mais encore une fois, comme je disais, le service après-vente est toujours là, que ce soit en commentaire ou en message privé ou par mail. Oui. On est quand même vraiment très proche et du coup, je pense que ça rassure aussi le client. Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire aussi, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, donc c'est difficile aussi de faire confiance en une marque. Oui. C'est difficile aussi, il y en a aussi qui ont eu des mauvaises expériences chez nous, ça peut arriver. Mais voilà, on essaye en tout cas de satisfaire au maximum les clients et je pense que les gens le ressentent en tout cas. Parce qu'on a vraiment des clients vraiment fidèles maintenant avec tout ce qu'on a comme support, que ce soit aussi notre site, peu importe, on voit vraiment... que les clients sont vraiment fidèles. Quoi. Ouais, donc ça, ils rachètent, ils reviennent. Oui, vraiment. Ouais, ça en dit long. Voilà. En dit long, ouais. Ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits voilà. et que tout s'est bien passé. Ok, très bien. Alors, on va parler des États-Unis parce que en faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous aviez décidé de vous implanter aux États-Unis. Et donc, forcément, je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus. Et je voulais te demander comment ça s'est passé. C'est quoi cette histoire des États-Unis, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu fou. Donc, le projet, donc ici, c'est les deux cousins de Martin qui... Eux ont beaucoup voyagé en étant jeunes, avec le métier de leur papa, etc. Donc, ils ont vécu en Amérique, mais comme à Paris, comme partout. Et donc, ils ont cette mentalité américaine. Ils n'ont pas du tout fait les études pour ça. C'était pas du tout prévu non plus. Mais c'est vrai qu'on a eu de plus en plus aussi de clientes de par là. Ouais. On s'est rendu compte aussi qu'ils ne revenaient pas spécialement ou très peu. Et en fait, on s'est rendu compte, en posant un peu des questions, que tout le monde était très satisfait, mais livraison beaucoup trop chère. Ouais. Et une livraison aussi très lente. Et là, on s'est dit, oh mince, parce que nous qui voulons que tout soit OK, c'était 10 jours, quoi. Et donc, les gens étaient toujours un peu déçus. On se dit, oh mince, et on voit qu'on commence à avoir vraiment des clientes par là. Et aussi, il y a quand même eu le Covid qui a fait que, oui, les ventes ont quand même explosé sur Internet, mais il y avait quand même moins de travail, il n'y a rien à faire. Le but n'était pas du tout de licencier des gens, ça c'était hors de question. Et donc, on a commencé à parler de projet, c'est vraiment devenu un peu de fil en aiguille, comme ça, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas voilà, on a un peu regardé, on s'est dit, pourquoi pas. Et donc... Max et Louis étaient hyper intéressés. Ils avaient leur boulot, mais ils sont quand même beaucoup plus jeunes que nous. Et donc, ils ont soif d'aventure. Et alors, on a ouvert un entrepôt à Los Angeles.
Incroyable. Oui, et maintenant, ils sont une vingtaine là-bas. Ah ouais? Oui, c'est vraiment... Et alors, ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. Ouais, non, Maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux et... ils ont nos photos. On a plus ou moins le même principe. Ouais. Mais... allez, quand on va voir l'entrepôt, là aussi, ça a pris une ampleur de dingue. Ils ont déjà changé 4 fois d'entrepôt, ça fait 3 ans. Donc ça aussi, c'est énorme. C'est fou. Oui, c'est fou. Et de se dire, on est allé là encore au mois d'octobre, de se dire que Easy Clothes, qui a commencé dans le garage de mes parents, se trouve là, en plein milieu de Los Angeles, avec une équipe, qui sont super aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'ils fonctionnent pas comme nous. Eux, tout est avec des codes barres. C'est très... nous, on n'est pas du tout là, alors qu'on est plus gros qu'eux. Ouais. Mais ouais. Donc voilà, ça a été un projet fou, très très long, niveau paperasse. Franchement, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont le faire. Eux, ils ont été beaucoup aidés grâce aussi à des amis, des proches qui vivent un peu partout dans le monde. C'est vrai que ça les a beaucoup aidés, mais très difficile d'ouvrir une société là-bas alors qu'on est belge. Ouais, très compliqué. Mais bon, on l'a fait, le défi a été relevé. Et voilà, ici, les clients, on n'a rien changé. Donc, comme je te dis, les mannequins sont les mêmes, etc. L'événement sont à l'identique, malgré que c'est pas du tout la même mentalité. Par exemple, en Amérique, les gens, quand ils sont très contents, alors je pense que c'est vraiment des clients fidèles et qui reviennent. S'ils sont pas contents, c'est le drame. C'est le drame. Ouais. Les gens, j'imagine, consomment pas pareil. Oui, voilà. Oui, ils ne consomment pas pareil. Mais à côté de ça, on a voulu vraiment garder notre style parce que je pense aussi que les gens adorent un peu le style français. Mais c'est ça qui plaît, parce que c'est vrai que je me demandais comment ça... Qu'est-ce qui fait qu'une marque belge... cartonne autant aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, on peut se dire, il y a tout. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous. Oui, exactement. En fait, non, je ne pense pas qu'ils savent qu'on est belge, parce que je ne sais même pas si belge, ça vous... français, c'est ça. Pour eux, c'est plus la mode française, et je pense que c'est ça qu'ils aiment bien. Vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est marrant, parce que forcément, on compare un peu ce qu'on vend, ce qu'eux vendent, pour voir un peu. Et il y a beaucoup de choses aussi qui vendent nous, qu'on vend toujours parce qu'on fait beaucoup des réassorts, mais qu'on vend moins, qui, eux, cartonnent. Mais c'est des choses, en général, très simples. Oui, c'est ça. Très basiques. Et c'est marrant parce qu'ils vendent aussi très fort les pulls toute l'année. Que nous, on voit quand même qu'il y a des pulls, saisons. C'est en hiver. Voilà. Et eux, c'est vraiment toute l'année. Mais encore une fois, ils vendent à New York, ils vendent au Canada. Enfin, c'est vraiment... C'est fou. C'est incroyable, quoi. Oui. Et c'est vrai que quand on y va, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, franchement, c'est incroyable. J'ai même pas les mots tellement je trouve ça extraordinaire. Dans le vrai sens du terme, c'est gentil. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Oui. C'est assez fou. Mais ça a été aussi, c'est compliqué parce que c'est la même marque, mais il faut quand même faire 2 Instagram différents, 2 TikTok différents. J'avais jamais remarqué, j'avais jamais vu qu'il y avait un autre Insta américain pour Easy Clothes, du coup. Parce qu'au début, on se dit, on va pas faire 2. Puis on se dit, ça ne va pas. Et donc, c'est 2 sites internet différents. C'est vraiment tout est quand même bien scindé. Donc, On va parler un petit peu de gestion, d'organisation. Aujourd'hui, vous êtes une équipe, si je dis pas de bêtises, de 46 personnes. C'est ce que j'ai trouvé en faisant les petites recherches. Comment est-ce que tu gères tout ça au quotidien ? Ici, on est une équipe de... Moi, je ne gère plus ça. C'est ça. Moi, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Non. Maintenant, je gère moins tout ça. C'est vrai que maintenant, on a quand même bien scindé. On a un conseil d'administration, on va dire. On a 6 personnes qui nous aident énormément. Évidemment, tout le monde nous aide. Hein. C'est pas, je vais pas mettre... Mais c'est vrai que, on a une RH... on a les chefs de dépôt, project managers, qui sont vraiment là avec nous tout le temps, qu'on a des réunions tout le temps. Et c'est grâce aussi à ces personnes-là qu'on peut aller un peu... souffler, entre guillemets, ou en tout cas pas devoir être sur tous les fronts. Ah oui, non, là, c'est plus possible. C'est vraiment impossible pour ça. Donc, c'est vrai que je ne gère plus
plus trop ça. Et d'ailleurs, moi, au dépôt, donc où il y a tous les bureaux, etc., moi, j'y suis qu'une fois semaine. Okay. Donc ça, c'est un peu frustrant aussi parce que finalement, je connais moins les personnes. Ouais. Donc ça, c'est malgré qu'on essaye au mieux, on fait toujours des team building de folie. On reste malgré une famille assez proche, malgré qu'on est beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile, en tout cas pour moi, parce que Martin, lui, il est dans les bureaux, dans l'entrepôt, donc c'est différent. Mais moi, je suis un peu plus extérieure. Et donc ça, des fois, c'est un peu compliqué. Je me dis, ah oui, attends, elle, c'était qui Oui, des fois, c'est un peu compliqué de se dire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça, au début, c'était difficile. Maintenant, je me dis, chacun son travail, chacun, voilà. Moi, c'est vraiment tout ce qui est collection, marketing, etc. Donc, et quand même réseaux sociaux, malgré que j'ai de l'aide là-bas aussi, quoi. Ok. Et du coup, ça, tu fais de chez toi, tu fais dans oui, des bureaux qui sont pas dans les entrepôts. je travaille quand même beaucoup de chez moi, mais en soi, l'entrepôt n'est pas bien loin. Mais c'est vrai que j'ai les nouveaux vêtements chez moi, donc du coup, c'est plus facile. C'est faire beaucoup d'allers-retours un peu pour rien. Et je suis beaucoup aussi à l'étranger pour les collections. Donc voilà, il y a juste le mercredi où il y a pas mal de réunions, donc j'essaye de m'intégrer. Et Martin, évidemment, forcément, on habite ensemble, donc me fait souvent des résumés, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça a l'air bien drillé, quoi, tout ça. On sent que c'est une affaire qui roule, que chacun a ses tâches bien définies. C'était dur au début. Là, c'est bien drillé. Alors, quels outils ou méthodes t'aident à structurer et à scaler l'entreprise ? Un peu l'instinct. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'outils. On exécute très vite. Quand on a des idées ou quoi que ce soit, on dit, allez, c'est go, c'est maintenant, on y va. Franchement, il n'y a pas vraiment d'outils. Voilà, on a la chance d'être jeune, encore bien dynamique, et donc voilà, il n'y a pas vraiment d'outils. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous écoutez principalement, vous faites confiance l'un l'autre, et ça, c'est aussi très important, je pense. Vous avez une bonne équipe, et donc quand toi ou Martin, vous avez un truc en tête, c'est go, allons-y, et on se pose pas 50 000 questions. Martin est beaucoup plus fonceur que moi parce que, encore une fois, je pense que je suis assez stressée de me dire mais non, et puis au final, encore mais si. Maintenant. Ah oui, super fort. Donc tu es comme ça, et même si, enfin voilà, t'as beau réussir et que tout se passe super bien, t'as toujours ce côté un peu plus stressé que Martin. Il y a rien à faire, il y a des collections qui marchent moins bien, c'est comme ça, et donc c'est vrai que du coup, tout ce qui est collection, je vais dire, c'est clairement moi. Martin aime quand même bien me faire un peu culpabiliser des fois, mais donc du coup, je suis là, non, c'est pas possible. Du coup, t'as la responsabilité du fait que la collection marche mieux, moins bien. Oui, là, clairement, c'est sûr que tout repose sur moi sur ce coup-là, et donc du coup, c'est très stressant. Mais bon, voilà, c'est aussi gai, mais voilà. Du coup, justement, on parlait de Martin. Vous avez monté Easy Clothes vraiment ensemble dès le départ, ce qui est assez génial, je trouve. Comment c'est de travailler en couple sur un projet aussi ambitieux ? Comment c'est ? Est-ce que c'est facile tous les jours ? Est-ce que vous vous engueulez ? Comment ça se passe ? Au début, franchement, c'était quand même difficile parce qu'effectivement, lui à ses principes, son organisation. Moi aussi, on était un peu sur tous les fronts parce qu'on a tout. Enfin, voilà, on n'avait pas. On faisait tout. On faisait la compta, comme on emballait les colis, comme on répondait aux réseaux sociaux. C'est vraiment tout. On avait toutes les casquettes. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que là, c'était compliqué. C'était quand même assez compliqué. Intense. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, pour que ça marche, il faut vraiment qu'on structure un peu plus, parce qu'on est quand même resté, comme je disais, 2 ans tout seul à nous deux. Voilà, on s'est dit, toi, tu t'occupes de ça, et moi de ça. C'est ça. Et même si tu as envie de t'occuper de ma partie, c'est non. Non, voilà. Et donc, c'est vrai que depuis lors, ça a bien matché, et maintenant, on travaille pas du tout ensemble. Comme je te dis, lui, il est au dépôt dans les bureaux. Moi, je suis pas là, et c'est vraiment mieux comme ça, parce que sinon, c'est pas possible. Non. Sinon, vous êtes l'un sur l'autre tout le temps. L'un sur l'autre, c'est non. Et puis, on a des idées vraiment différentes, et voilà, et lui aime bien d'approfondir ses idées, donc voilà, non, c'est très bien comme ça.
et on y trouve bien notre compte, donc c'est chouette. Et puis quand il rentre à la maison, bah du coup on parle beaucoup des projets, ça aussi c'est excitant de se dire de parler de nouveaux projets, etc. Donc ça c'est génial. Mais c'est vrai que du coup ça parle quand même beaucoup de boulot. Ouais, bah oui, ça y a rien à faire, inévitable. Et justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous avez des règles par rapport à ça pour vraiment séparer vie pro et vie perso, ou bien c'est juste impossible et en fait c'est tout le temps mélangé? C'est quand même souvent mélangé, il n'y a rien à faire. Voilà. Maintenant, quand on est en famille, etc., il n'y a rien à faire. On parle boulot, mais je dis, allez, maintenant, c'est stop, il faut arrêter parce que... Voilà, et puis, ce qui est dur, moi aussi, donc, qui m'occupait beaucoup des réseaux sociaux, c'est dur parce qu'il y a rien à faire. Les gens, il n'y a pas que de la gentillesse derrière. Et donc ça, moi, je prenais vraiment très, très à cœur. J'avais vraiment difficile. J'arrivais pas à passer le cap tout le temps. Et lui, ben, voyait pas ça comme ça. Donc ça, c'était bien aussi parce que ça me réconfortait dans le truc. Voilà, par exemple, je vais rarement voir les avis et tout ça parce que ça me stresse, même si c'est un avis négatif, alors qu'on peut se dire, OK, elle a une énorme communauté. Oui, c'est ça. T'as mis l'avis positif, t'en as un négatif, ça va quand même te ça va vraiment me mettre très mal. Et donc, du coup, je me dis maintenant, je m'écarte de tout ça. Et voilà. Et lui, bah, il voit plutôt ça comme une force, donc ce qui est très bien. Que moi, je le vois autrement, donc voilà. Bah oui, mais vous avez l'air très, très complémentaires et d'avoir trouvé un bel équilibre. Oui, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, le fait que vous ayez chacun vos caractères et vos points forts, points faibles, etc., ça fait vraiment... Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas, dans ce que tu expliques. C'est vraiment ça, oui. C'est chouette. Alors, on va parler un petit peu mode et tendance. Comment est-ce que vous détectez ou comment est-ce que tu détectes les tendances et du coup, comment est-ce que tu adaptes tes collections? Je dirais que c'est vraiment au feeling. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment au feeling. Maintenant, je passe énormément de temps sur les réseaux. On peut croire que je suis en train de chiller sur mon téléphone, mais c'est pas du tout le cas. Mais oui, je suis tout le temps sur... C'est vrai que moi, allez, j'adore Instagram. Je suis pas encore pro TikTok. J'aime bien, voilà, pour plus... d'autres choses. D'autres choses. Mais donc, je suis énormément dessus et Pinterest également, de voir les nouvelles tendances. Et il n'y a rien à faire, les influenceuses. Bien sûr. Oui, me fait que j'aime bien de voir aussi les nouvelles tendances comme ça. Mais je me dis pas, je regarde les derniers défilés, pas du tout. J'aime bien, mais je regarde pas spécialement. Je suis pas... et vu que, comme je te dis, on a des collections toutes les 2 semaines, t'as pas trop le temps aussi. Ça, en fait. Voilà. On sait en règle générale ce qui va marcher, ce qui plaît, etc. Mais moi, il y a des choses où je me dis, là, je suis lassée, mais ça plaît toujours. Donc voilà. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est un peu quelle est la part du feedback client dans tes décisions par rapport aux achats, mais tu viens un peu de le dire, donc parfois toi tu pourrais en avoir un peu marre d'une certaine pièce ou voilà, mais tu sais que tes clientes elles adorent et donc tu vas reconduire à chaque fois. Oui, je regarde aussi en fonction des meilleures ventes, un peu ce qui leur plaise. Moi, il y a des choses que j'aime qui peuvent être plus spéciales, mais je sais que ça marchera pas parce que voilà, c'est des coupes plus particulières et ça, du coup, ça ne va pas à tout le monde non plus. Non, donc voilà. Ici, par exemple, bêtement, j'ai vu qu'il y a une grosse tendance de mailles manches courtes. Moi, ça marche pas chez moi. Il y a rien à faire. Ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, j'insiste pas. Même si toi, t'adores, tu vas peut-être l'acheter pour toi en privé, mais tu vas pas le proposer sur Easy Clothes parce que tu sais parce que j'ai déjà testé. Donc, du coup, voilà, ça ne marche pas. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Faut pas insister ou voir que c'est goût à soi et plutôt se mettre à la place. Malgré que, comme je disais, je fais vraiment en fonction de moi, comme si j'achetais l'événement pour moi. Mais il y a des choses, malheureusement, je dois passer à côté. Donc, mais c'est clair que pour les tendances, c'est vraiment les réseaux sociaux non-stop. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Et du coup, on va dire et surtout aux femmes, puisque ici, on est quand même, on s'adresse clairement aux femmes, en tout cas, Easy Clothes, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le e-commerce?
C'est compliqué. Moi, je trouve que, voilà, nous, on s'est lancé avant d'avoir des enfants. Et donc, on a fait énormément de sacrifices pendant que d'autres sortaient et tout ça. C'est vrai que nous, on passait plutôt des nuits entières à emballer des colis, à trouver des solutions pour plein de choses. Et donc, on a vraiment, on a mis vraiment tout de côté. Et je trouve, voilà, moi, je me lancerai le plus rapidement possible avant les enfants. Maintenant, c'est évidemment toujours possible, mais c'est vrai que moi, en tant que maman, j'ai envie aussi d'être avec mes enfants, parce que c'est pas quand ils auront 16 ans qu'ils auront, enfin, si, ils auront toujours besoin de moi, mais ce sera d'une autre manière. Donc, c'est vrai que, tous les jours, je me dis, maintenant, j'arrête de travailler. Maintenant, c'est bien, on est tous les deux dans le même boulot, donc il y en a un qui peut commencer, finir plus tard, etc. Mais je me dis, tant pis, si je retravaille le soir, je travaillerai le soir. Voilà, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai à 5 heures, j'ai terminé. Et voilà, j'ai voulu bien profiter. Et j'ai retravaillé le soir. Et vu que c'est vrai qu'on fait le même boulot, il est plus compréhensif aussi. Donc, voilà, moi, je ferai tout ça avant. Le plus vite possible, avant d'avoir des contraintes, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. On est bien d'accord. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en construisant justement ton business? Que le travail paye. Et c'est marrant parce que quand on se le dit souvent, même quand on s'octroie des vacances, ce qui est logique, donc du coup on travaille moins malgré on prend toujours notre ordinateur et voilà, on est toujours au taquet, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui va moins bien et là on se dit il fallait pas partir en vacances, il fallait pas. Et donc la culpabilité. Oui, super fort. Mais oui, tout travail paye vraiment. Je pense que il y a une force là qui se dit allez, travail, c'est clairement ça vraiment. Et aussi on a encore des employés qui sont toujours là depuis le début, enfin presque le début, je vais dire, qui ont tout vu aussi. Et qui ont travaillé d'arrache-pied. Encore une fois, tout le monde travaille d'arrache-pied, c'est pas ça que je veux dire. Mais ont connu vraiment les débuts, les galères. Ici, il n'y a rien à faire, tout est plus facile, il y a plus de personnes, tout le monde a bien son petit poste, tout le monde a son confort aussi, tout le monde a des beaux ordis, tout ça. Nous, c'était pas du tout le cas. Mais bon, c'était génial aussi. Et voilà, elles ont, parce que là, du coup, oui, non, il y avait aussi un garçon. Mais donc, du coup, ils savent vraiment ce que c'est et ils ont aussi travaillé à fond et voilà. Oui, c'est ça. Ils ont vu tous les efforts que vous avez mis dans ce projet. Et donc c'est super bien d'avoir encore ces gens-là avec nous parce que forcément, ce serait trop bien d'avoir son équipe pour toute la vie, mais ça, c'est pas possible. Et c'est trop bien d'avoir toujours ces personnes-là parce qu'elles donnent aussi un peu l'énergie aux autres qui sont peut-être plus rangés. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir toujours ces personnes-là. Si tu devais manger au resto avec un ou une entrepreneur que tu admires, ce serait qui? Je vais faire un peu bateau, mais j'ai pas spécialement, je dirais mon compagnon. Vraiment, j'admire beaucoup de personnes, mais j'ai pas des fois la même philosophie. Donc clairement, je dirais Martin. Oh, c'est trop mignon. Ok, dernière petite question. Quels sont les prochains objectifs? Quel est l'avenir d'EasyClose? Est-ce qu'il y a des projets ou des nouveautés que tu peux nous teaser? D'abord, je dirais contrôler notre croissance. C'est quand même un bon objectif. Continuer comme ça, en tout cas. Avoir évidemment des nouvelles idées pour avancer et faire toujours avancer EasyClose. Et on aimerait, ça fait quand même des années qu'on est dessus, mais c'est vraiment très compliqué, c'est d'avoir l'application EasyClose. Ah ouais. C'est vrai que ça, ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Là, on est vraiment dessus depuis 3 mois, mais ça fait des années qu'on en parle et je pense que tous les mois, ça revient dans nos réunions. Mais c'est vraiment très compliqué de trouver des gens compétents là-dedans. Une application, ça se fait pas comme ça. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment... Là, je veux que cette année, l'application, elle sorte vraiment, parce que
Moi qui achète sur Internet, c'est vrai que je vais très vite plutôt sur les applications que d'aller sur Google, ça, voilà. Oui, si tu es sur ton téléphone, clairement, si tu as l'appli, c'est quand même vachement plus facile que de devoir aller sur le site, comme tu dis. Voilà. Ouais. Et ce serait une suite assez logique, finalement, de tout ce que vous avez déjà mis en place. Mais voilà, tout ça a un coût. Donc, c'est aussi à voir, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Marine, pour cet échange qui était vraiment hyper inspirant. Je voudrais quand même dire à toutes les personnes qui nous écoutent que t'as tes yeux qui brillent en fait depuis le début quand tu parles de ton projet. On voit vraiment que c'est quelque chose qui t'anime et ça, je voudrais que les gens le sachent puisque tout le monde ne va pas le voir. Okay. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a apporté autant de motivation et de clés qu'à moi, parce que moi je t'ai trouvée en tout cas très inspirante. Merci. Ton parcours, tes challenges que tu as relevés avec ton compagnon Martin pour faire grandir EasyClose, l'importance du digital, la vision que vous avez qui est grande et ça depuis le début. Voilà, l'audace, tout ce qui fait la différence en fait et tout ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est super gentil, merci. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager, à laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et sur Streambox. Ça m'aide énormément à faire grandir Just Boost It et à continuer à pouvoir vous apporter du contenu toujours plus puissant. Et si vous voulez suivre Marine et EasyClose, je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode rempli d'énergie et de conseils concrets pour booster votre business et votre mindset. À très vite dans Just Boost It.